Un adolescent sans diplôme face à un juge impitoyable. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute la salle d'audience. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que l'intelligence et la détermination peuvent triompher de l'injustice? Si oui, commentez 1 et abonnez-vous dès maintenant. Si vous pensez que c'est impossible, alors likez cette vidéo et regardez jusqu'au bout. Vous risquez d'être surpris. Dans la salle d'audience du tribunal de Marseille, l'air était pesant, chargé d'un mélange de murmures méprisants et de condescendance. Tous les sièges étaient occupés, chaque spectateur attendant un spectacle plutôt qu'un procès. Au centre, derrière son imposant bureau de chêne, le juge Bernard Morel ajusta ses lunettes et balaya la salle d'un regard froid et détaché. Il incarnait la rigidité du système judiciaire, un homme dont les verdicts tombaient comme une lame de guillotine, sans remords ni pitié. Puis, les grandes portes en bois du tribunal s'ouvrirent dans un grincement lugubre et un silence de plomb s'abattit. Un adolescent noir, vêtu d'un blazer trop grand, s'avança d'un pas incertain. Mathis Diallo, 17 ans, tenait une serviette usée sous son bras, son autre main s'agrippant nerveusement à son pantalon trop large. Son entrée déclencha une vague de chuchotements moqueurs. Le juge Morel haussait un sourcil, un sourire narquois flottant à la commissure de ses lèvres. « Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé de porte? La salle de sport est dans l'autre bâtiment, jeune homme. » L'assemblée éclata de rire, un rire méprisant, cinglant comme une claque invisible. Mais Mathis ne vacilla pas. Serrant les poings, il leva les yeux, plongeant son regard brûlant de défi dans celui du juge. « Non, monsieur le juge, je suis ici pour défendre ma mère. » Le silence qui suivit fut plus bruyant que n'importe quel éclat de rire. Dans un quartier oublié de Marseille, où les immeubles délabrés se dressaient comme des spectres du passé, Mathis Diallo grandissait aux côtés de sa mère, Aïcha. Le béton fissuré, les tags effacés par le temps, les fenêtres condamnées de certains logements, tout ici suintait l'abandon. La misère n'avait pas de répit, et encore moins pour une femme noire élevant seule son fils. Aïcha enchaînait les ménages dans des hôtels de luxe, nettoyant les traces de ceux qui ne connaissaient ni l'épuisement ni l'injustice. Chaque matin, elle quittait l'appartement exigu avant l'aube, un foulard cachant ses cheveux, des cernes sous les yeux, et chaque soir, elle revenait brisée, le dos courbé sous le poids d'une société qui méprise les invisibles. Mais ce soir-là, lorsqu'elle franchit la porte de leur appartement minuscule, ce ne fut pas la fatigue qui marqua son visage, mais une détresse profonde. Entre ses doigts tremblants, un papier froissé. Mathis la vit, s'arrêtant net, fixant ce document comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. « Maman ?» Sa voix brisa le silence. Aïcha releva les yeux, son regard rempli d'une terreur qu'il ne lui connaissait pas. Elle tendit la feuille à son fils, incapable de parler. Mathis déplia lentement le papier d'expulsion. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Mais tu as payé le loyer !» Aïcha s'effondra sur une chaise, ses mains crispées sur son tablier. « C'est ce que je croyais, Mathis. Mais regarde, ils disent qu'on a 2 semaines avant l'expulsion. 2 semaines avant qu'on se retrouve à la rue. » Sa voix se brisa, et elle porta ses mains à son visage. Mathis sentit une colère sourde monter en lui. 2 semaines, pas de sommation, pas de possibilité de négociation, juste une sentence froide et impitoyable. Il parcourut le document, ses yeux scannant chaque ligne, chaque mot. « Quelque chose cloche. Ça n'a aucun sens, » murmura-t-il. « Mathis, on ne peut rien faire. Ces gens ont l'argent, les avocats, le pouvoir. Nous, on n'a rien. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Rien. C'était faux. Ils avaient quelque chose. La vérité. Mais le système, lui, ne se souciait pas de la vérité. Il broyait les faibles, les écrasait sans remords. « Non,
répliqua Matisse, le regard enflammé. « Pas cette fois. » Il se leva brusquement et jeta un regard déterminé à sa mère. « Je vais comprendre ce qu'ils essaient de nous faire. Je vais trouver un moyen. » Aïcha secoua la tête, épuisée. « Matisse, tu n'es qu'un gamin. On ne gagne pas contre eux. Alors on leur prouvera qu'ils ont tort. » Cette nuit-là, alors que Marseille dormait sous la lumière pâle des réverbères, Matisse ne dormit pas. Assis à la table du salon, éclairé par la lueur vacillante d'une vieille lampe, il passa des heures à lire le papier d'expulsion, encore et encore, cherchant une faille. Il tapait sur son clavier, fouillant les lois sur le logement, les droits des locataires, comparant des textes qu'il peinait à comprendre, mais refusait d'abandonner. Vers 3 heures du matin, il tomba sur un détail si infime qu'un œil non averti l'aurait ignoré. Mais pas lui. Le nom du notaire censé avoir signé l'avis d'expulsion. Il copia ce nom et le rechercha sur les registres publics. Et là, son cœur rata un battement. Le notaire avait pris sa retraite 2 ans auparavant. Son sang ne fit qu'un tour. Il se leva d'un bond, le souffle court. C'est une fraude, une arnaque légale camouflée sous le jargon administratif. Son poing se referma sur la feuille, ses ongles s'enfonçant dans le papier. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Marseille, un Matisse transformé se tenait devant sa mère. Il lui tendit la feuille, le regard brûlant d'une certitude nouvelle. « On va se battre, maman, et cette fois, c'est eux qui vont perdre. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Matisse ?» Son instinct lui disait qu'il y avait un piège, et il avait raison. Si vous admirez son courage, commentez « Justice » et abonnez-vous dès maintenant. Vous pensez que la vérité finit toujours par triompher? Likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui croient en la justice. Matisse n'avait pas fermé l'œil de la nuit. L'écran de son vieil ordinateur illuminait son visage tendu, son regard fixé sur les textes de loi qu'il tentait de déchiffrer. Les articles s'enchaînaient, complexes, écrits dans un langage froid et inaccessible. Il sentait la fatigue peser sur ses épaules, mais l'adrénaline le maintenait éveillé. Ce n'était pas seulement une bataille pour sauver leur appartement. C'était une guerre contre un système qui broyait les faibles et protégeait les puissants. L'aube pointait à peine lorsque sa mère, Aïcha, entra dans la pièce, les traits marqués par l'inquiétude. Elle s'arrêta net en voyant son fils assis au milieu d'une montagne de papier et de notes griffonnées. « Tu es encore debout, Matisse ? Ce n'est pas à toi de porter tout ça. » Il releva la tête, ses yeux brillants d'une détermination féroce. « Maman, écoute-moi, j'ai trouvé quelque chose. L'avis d'expulsion. Il est frauduleux. » Aïcha s'agenouilla à côté de lui, prenant le document qu'il lui tendait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Le notaire qui a signé cet avis a pris sa retraite il y a 2 ans. Ça veut dire que ce document n'a aucune valeur légale. Le silence s'installa. Aïcha fixa son fils, le document tremblant entre ses doigts. « Mais même si c'est vrai, on fait quoi avec ça? On n'a pas d'avocat. »« Alors je vais être notre avocat. » Aïcha éclata de rire, un rire amer, presque nerveux. « Matisse, c'est insensé. Tu n'as jamais étudié le droit. Tu ne sais même pas comment fonctionne un tribunal. Et alors, ils comptent sur le fait qu'on ne sache pas. Ils pensent qu'on va baisser la tête et accepter leur injustice. Mais pas cette fois. » Il se leva d'un bond, les mains crispées sur la table. « Je vais apprendre. Je vais comprendre leurs lois et les retourner contre eux. » Aïcha le regarda, partagée entre l'admiration et la peur. Elle savait que son fils avait une intelligence redoutable, une capacité à absorber les informations comme une éponge. Mais cela suffirait-il contre un système qui protégeait les riches et écrasait les pauvres? « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Matisse la regarda droit dans les yeux. « Plus que jamais. » Ce jour-là marqua le début d'une lutte acharnée.
Matisse se plongea dans les textes de loi, annotant chaque article, chaque jurisprudence pouvant les aider. Il visionna des heures d'audiences enregistrées, étudiant la posture des avocats, la manière dont ils structuraient leurs arguments. Il remplit des carnets entiers de notes, de schémas, de stratégies. Les nuits blanches s'enchaînèrent, et son corps commença à ressentir l'épuisement. Mais à chaque moment de doute, il se rappelait l'image de sa mère, debout dans leur petit appartement, tenant cet avis d'expulsion comme une condamnation sans appel. Il se rappela le mépris du juge Morel et les ricanements du tribunal. Un soir, alors qu'il récitait ses arguments devant un miroir, Aïcha l'observa en silence depuis la porte entr'ouverte. Elle le vit, le dos voûté, les yeux fatigués mais pleins de feu, murmurant ses plaidoiries encore et encore. Elle sentit une larme rouler sur sa joue. Elle s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. « Mon fils, tu es en train de devenir quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. » Matisse sourit faiblement. Un problème pour eux. Elle hocha la tête. Un cauchemar. Et ce cauchemar, il comptait bien le faire vivre à ceux qui avaient osé les condamner. Les jours passaient, et Matisse ne relâchait pas son étreinte. Chaque seconde libre, chaque souffle, chaque battement de son cœur était dédié à une seule mission: comprendre la loi mieux que ceux qui pensaient la manipuler à leur avantage. La cuisine s'était transformée en salle de guerre. Des piles de documents, des notes griffonnées en urgence, des surligneurs et des post-it tapissaient la table. Matisse vivait dans ce chaos, mais dans ce chaos, il trouvait son ordre. Il voyait un chemin pour déjouer le système, pour prouver qu'un jeune sans diplôme pouvait, avec un peu de détermination et beaucoup d'intelligence, tenir tête à l'injustice. Et il savait que, bientôt, il se tiendrait devant le juge, non pas comme un gamin impuissant, mais comme un adversaire redoutable. L'heure de la révolte était venue. Le juge Morel prit une grande inspiration, fixant le document entre ses mains pour la première fois depuis le début de l'audience. Il ne semblait plus aussi sûr de lui. Matisse posa ses mains sur la table. « On nous a pris pour des idiots, monsieur le juge, mais aujourd'hui, c'est terminé. Si cette histoire vous indigne, partagez avec vos amis pour que personne ne subisse une telle injustice en silence. Chaque voix compte, alors faites entendre la vôtre dès maintenant. » Un silence pesant s'abattit sur la salle d'audience. Tous les regards étaient fixés sur Matisse, ce garçon de 17 ans qui venait de jeter une bombe au cœur du tribunal. Même le juge Morel, pourtant habitué aux débats les plus houleux, semblait ébranlé. Face à lui, Maître Dumas ne riait plus. Il se redressa lentement, ses doigts crispés sur le dossier posé devant lui. « Votre honneur, ce garçon, malgré son enthousiasme, n'a aucune légitimité pour interpréter la loi. Ce n'est pas un avocat, c'est un adolescent qui pense que lire quelques articles suffit pour comprendre le droit. » Matisse, loin de se laisser intimider, s'avança d'un pas, son regard brûlant de défi. « Peut-être que je ne suis pas avocat, maître Dumas, mais la loi, elle est claire, et elle est la même pour tous. » Il posa une pile de documents sur la table du tribunal. Voici la liste des autres locataires victimes de M. Girard. Des familles expulsées illégalement, des contrats frauduleux, des procédures truquées. Et pourtant, ces dossiers ont été classés sans suite. Pourquoi? Parce que personne ne leur a donné la chance d'être entendus. La salle d'audience retint son souffle. Des murmures montèrent parmi les spectateurs. Certains locataires, venus assister à l'audience, échangeaient des regards lourds de colère. Le juge Morel feuilleta les documents, son expression se durcissant. « Si ce que vous dites est vrai, alors cette affaire dépasse largement votre cas personnel, monsieur Diallo. » Maître Dumas tenta de réagir, mais il savait qu'il perdait le contrôle. Il jeta un regard inquiet à monsieur Girard, qui pâlissait à vue d'œil. « Votre honneur, nous ne pouvons pas baser un jugement sur les recherches amateurs,
d'un jeune homme qui, je le rappelle, n'a aucune formation juridique. Mais cette fois, le juge Morel ne le laissa pas finir. Ce jeune homme vient de prouver que plusieurs expulsions ont été réalisées sur des documents frauduleux, ce qui constitue une infraction grave. Vous feriez mieux de réfléchir à la manière dont vous allez justifier ces actes, maître Dumas. Un frisson parcourut la salle. Matisse sentit son cœur battre, à tout rompre. Il l'avait fait, il avait réussi à renverser l'équilibre des forces, mais il n'était pas encore au bout du combat. Maître Dumas, acculé, changea de stratégie. « Très bien, admettons que des erreurs aient été commises, » dit-il en se redressant. « Cela ne change rien au fait que Madame Diallo a accumulé des retards de paiement. Un contrat est un contrat. » Matisse sourit froidement. « Vous avez raison, maître. Un contrat est un contrat. Mais la loi est la loi, et la vôtre a été violée. » Il saisit une nouvelle feuille et la tendit au juge. « Ceci est une copie des paiements de ma mère. Vous affirmez qu'elle était en retard, mais ses relevés bancaires prouvent qu'elle a payé en temps et en heure. Seulement, ces paiements n'ont jamais été enregistrés dans le système du propriétaire. » Les murmures s'intensifièrent. Monsieur Girard s'agita nerveusement sur son siège. Le juge Morel jeta un regard appuyé à l'avocat du propriétaire. « Vous avez une explication à cela, maître Dumas ?» Dumas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il venait de perdre. Matisse se tourna vers sa mère. Aya avait les larmes aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur. C'était celles d'une femme qui voyait en la justice lui tendre la main. Le juge Morel prit une profonde inspiration avant de déclarer « Nous allons suspendre l'audience afin d'examiner ces nouvelles preuves. » Un tonnerre de murmures s'éleva dans la salle, mais Matisse ne broncha pas. Il savait que cette bataille n'était que le début d'un plus grand combat, et cette fois, il ne comptait plus reculer. Le tribunal était en ébullition. Les murmures avaient gonflé en une vague d'indignation à peine contenue. Matisse, debout derrière la table de la défense, serrait les poings. Il pouvait sentir la tension dans la pièce comme une corde tendue, sur le point de se rompre. Face à lui, maître Dumas tentait de masquer son trouble, mais la sueur qui perlait sur son front trahissait son malaise. Monsieur Girard, lui, ne disait plus rien. Il s'enfonçait dans son fauteuil, le regard fuyant, comme un rat pris au piège. Le juge Morel reposa lentement les documents que Matisse venait de lui soumettre. Il les fixa quelques secondes, puis leva enfin les yeux vers l'adolescent. « Monsieur Diallo, » commença-t-il d'une voix plus grave que d'habitude, « vos accusations sont extrêmement sérieuses. Si ce que vous avancez est vrai, alors nous sommes en présence d'un cas de fraude immobilière et d'extorsion sur plusieurs familles. » Matisse ne broncha pas. « Ce n'est pas une accusation, monsieur le juge, c'est un fait. » Un murmure parcourut l'assemblée. Un homme assis au fond de la salle hocha la tête lentement, croisant les bras. Une femme, ancienne locataire de M. Girard, murmura quelque chose à sa voisine, ses mains tremblantes de colère. Maître Dumas tenta un dernier sursaut. « Votre honneur, je vous prie de ne pas vous laisser remporter par les émotions d'une salle d'audience agitée. Ce garçon joue avec des demi-vérités et tente de manipuler la situation. » Mais cette fois, le juge Morel lui coupa la parole sèchement. « Suffit, maître Dumas. » L'avocat s'arrêta net. Le juge poursuivit. « J'ai vu des hommes de loin tenter de masquer l'injuste sous des prétextes techniques, mais ici, nous avons des preuves tangibles et nous allons les examiner avec la plus grande rigueur. » Il marqua une pause, puis tourna son regard perçant vers le propriétaire. « Monsieur Girard, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Le silence tomba comme une chape de plomb. Tous les regards convergèrent vers le propriétaire, qui ouvrit la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte. Il cligna des yeux, sa mâchoire se crispant. Matisse sentit son cœur s'emballer. Il savait que ce moment était crucial. « Vous ne dites rien ?»
lança-t-il d'une voix froide. Pas un mot pour justifier des années de tricherie, de vie détruite? Girard resta muet. Il savait que tout ce qu'il dirait pourrait se retourner contre lui. Alors Mathis fit un pas en avant, son regard brûlant d'une rage contenue. « Vous avez toujours cru que personne ne vous ferait face, pas vrai? Vous pensiez que des gens comme nous, des gens qui travaillent dur pour survivre, seraient trop effrayés pour parler. Mais aujourd'hui, c'est fini. » Des murmures d'approbation montèrent dans la salle. Un homme se leva dans le public. « Ce gamin a raison. Ce type nous a tous escroqués. » Une femme ajouta « Il m'a expulsé l'année dernière de la même manière. » Le juge Morel frappa son marteau contre son bureau pour rétablir le silence, mais son regard était fixé sur Girard, qui devenait livide. « Monsieur Girard, » dit lentement le juge, « au vu des éléments apportés aujourd'hui et des témoignages qui s'accumulent, je vous informe que cette cour va ouvrir une enquête plus approfondie sur vos pratiques. » Girard blêmit. Maître Dumas tenta d'intervenir, mais cette fois, c'était terminé. Mathis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pour la première fois depuis des semaines, il voyait la justice faire son travail. Pour la première fois, il avait l'impression que le combat n'était pas vain. Mais il savait aussi que la bataille n'était pas encore gagnée. La salle d'audience était suspendue au silence. L'air était chargé d'une tension presque suffocante. Tous attendaient, tous savaient qu'un moment décisif était sur le point de se produire. Le juge Morel, impassible derrière son bureau, tourna son regard vers le propriétaire véreux, M. Girard. L'homme, qui jusque-là affichait une arrogance froide, paraissait maintenant décomposé. Ses mains tremblaient légèrement. L'ombre d'une panique grandissante assombrissait son visage. « Monsieur Girard !» déclara le juge d'une voix lente et pesante. Au vu des éléments portés à notre attention, cette cour considère que l'avis d'expulsion délivré à Madame Diallo est non seulement frauduleuse, mais qu'elle s'inscrit dans un schéma d'abus systématique de la loi. Un murmure parcourut l'assemblée. Les anciens locataires échangèrent des regards. Certains acquiescèrent silencieusement, d'autres serrèrent les poings. Maître Dumas, jusqu'alors maître du jeu, pinça les lèvres, comprenant que la partie était perdue. Il s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, il n'y a aucune preuve que mon client… » Il fut interrompu par le juge Morel, dont le ton tranchant comme une lame fit taire l'avocat. « Vous avez fait preuve de persévérance et de rigueur, monsieur Diallo, en exposant des faits que d'autres auraient préféré ignorer. » Le cœur de Mathis battait à tout rompre. « Vous nous rappelez une vérité essentielle, » poursuivit le juge. « La justice ne devrait jamais être un privilège réservé à ceux qui ont les moyens de la manipuler. » Puis, dans un silence absolu, il leva son marteau et frappa le bois du bureau. La Cour déclare l'expulsion de Madame Diallo comme illégale et ordonne son annulation immédiate. De plus, une enquête judiciaire sera ouverte contre M. Girard pour fraude et abus de pouvoir. Un instant, le silence régna, puis une vague de murmures, d'abord suivie d'applaudissements. Des gens se levèrent, certains en pleurs, d'autres en colère, mais tous unis dans une même émotion. La justice venait de triompher. Mathis, lui, resta figé, réalisant à peine ce qu'il venait d'accomplir. Sa mère, les larmes aux yeux, s'approcha de lui et le serra contre elle. « Mon fils, tu l'as fait. » Mais Mathis ne souriait pas. Son regard était encore rivé sur Girard, qui s'effondrait dans son siège, la tête basse. Il savait que cet homme allait essayer de s'en sortir, mais cette fois, ce ne serait pas si simple. Alors qu'il quittait la salle d'audience, Mathis leva les yeux vers le ciel gris de Marseille. Il inspira profondément. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il. Il avait goûté à la justice, et il n'était pas prêt de s'arrêter là. Cette histoire nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et que le véritable talent ne se mesure pas à l'âge, à l'origine
ou au statut social. Matisse Diallo a prouvé que la détermination et le courage peuvent renverser les injustices les plus ancrées. Son combat montre qu'il ne faut jamais laisser les préjugés définir qui nous sommes ou limiter ce que nous pouvons accomplir. La connaissance est une arme puissante contre l'oppression, et savoir se défendre, c'est déjà une forme de victoire. Cette affaire nous enseigne aussi l'importance de la persévérance face aux obstacles. C'est la volonté de ne pas abandonner qui fait la différence. Chaque injustice combattue est un pas vers un monde plus équitable, et chacun de nous peut être un acteur du changement. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 3 vidéos par jour, à 12 h et à 15 h, et à 19 h tous les jours.